Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Maintenant, avec 1 euro, nous avons du mal à dépenser et à acheter une baguette de pain, parce que la baguette de pain était arrivée à 1,10 € par exemple. Eh bien, c'est là l'inflation. Sauf que, l'euro que nous plaçons sur un livret A, on est aux alentours de 3%. Sauf que l'inflation, derrière nous, elle est environ de 5% minimum. Donc, en gros, on perd 2% de pouvoir d'achat, ce qui est relativement important sur une vie quotidienne. Et donc pour moi, la monnaie qui va nous permettre de reprendre du pouvoir d'achat, ça va être Bitcoin. Ce qui va faire fluctuer son prix, ça va être en fonction de l'offre et de la demande. Si la demande reste la même et l'offre est la même, ça va être le prix actuel. À l'encontrario, si demain la création de Bitcoin est divisée par 2, nous allons avoir une diminution de l'offre. Sauf que la demande, elle reste la même, ce qui va nous permettre d'avoir un prix qui augmente. C'est ce qu'on appelle le halving, la division de Bitcoin qui est créée toutes les 10 minutes par les mineurs. Actuellement, nous sommes à 6,25 et dans moins d'1 an, on va passer à 3,25. Ça va nous permettre d'avoir un Bitcoin qui va fluctuer que dans le positif sur du long terme, bien évidemment. Donc, tout le monde me dit, oui, mais Bitcoin, c'est pas sécurisé, c'est trop volatile. Regardez sur du long terme. Bitcoin n'a jamais atteint ce niveau de prix depuis sa création. Oui, nous avons eu des pics, oui, nous avons eu des descentes, mais pour moi, Bitcoin, il est volatile sur l'espace d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais sur 4, 5, 10 ans, Bitcoin est toujours dans le positif. Et c'est ce qui va nous permettre de reprendre du pouvoir d'achat. Si on épargne du Bitcoin, on va reprendre le contrôle sur notre argent. Si on laisse par contre notre argent sur un livret A, on va perdre 2% minimum en fonction de l'inflation. Si l'inflation reste à 5% dans la zone française, voire Union européenne, c'est de 8%, ce qui est énorme. Sinon, les avoirs cryptographiques des ménages inclus dans l'enquête sur les finances des consommateurs de la banque russe. La Banque centrale de Russie a ajouté les actifs cryptographiques des ménages à son enquête sur la finance des consommateurs. Les statistiques révèlent que les familles russes conservent plus d'argent dans les portefeuilles de crypto-monnaies que dans des comptes d'investissement en or ou des fonds communs de placement. Incroyable, mais vrai. Peut-être que le monde est en train de prendre confiance sur la crypto-monnaie, ce serait pas mal. 4e news, sondage défavorable pour Elizabeth Warren à cause de son programme anti-crypto. Il y a la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, ne manque pas d'occasion de critiquer les cryptos de manière virulente. Elle a fait une déclaration sur le sujet dans un article d'opinion de Wall Street Journal après l'effondrement d'FTX. Elle a indiqué que la nouvelle classe d'actifs risque de ruiner l'économie américaine, rien que ça, mais juste ça. Économie américaine de beaucoup de dizaines et de à peu près aller 8-9 000 milliards de dollars, et les cryptos juste avec 500 milliards de dollars va ruiner, bien sûr. Aujourd'hui, Elizabeth Warren a décidé de mettre en avant un programme anti-crypto dans le cadre de sa campagne de réélection, mais il semble que cela ne lui soit pas très avantageux. Elizabeth Warren, qui a récemment dénoncé les faux audits crypto, n'est pas en bonne posture d'après les sondages. Il apparaît que son programme anti-crypto n'a pas trouvé d'écho favorable auprès des électeurs. Oh la pauvre! Les sondages révèlent plutôt que la majorité des Américains considèrent la crypto comme une innovation majeure pour l'avenir. Ouais. Il y a peu, l'échange crypto Coinbase a demandé une enquête qui a été réalisée le 24 février. 76% des personnes interrogées ont déclaré les cryptos et la blockchain sont l'avenir. C'est beau ça. La société de gestion d'actifs aussi Grayscale Investment a aussi demandé une enquête similaire. Celle-ci a révélé que 59% des démocrates considèrent les cryptoactifs comme l'avenir de la finance. Il en est de même pour 51% des républicains, donc comme quoi les Américains sont plutôt crypto-friendly, mais de son côté, la sénatrice continue de recruter des républicains conservateurs du Sénat. Ceux-ci devraient défendre sa cause anti-crypto. Dans ce contexte, il a été déclaré que Elizabeth Warren construit son armée anti-crypto. Cette expression est aujourd'hui particulièrement mise en avant par la sénatrice dans le cadre de sa campagne de réélection. Celui-ci lui vaut des critiques de la part de la communauté crypto sur Twitter, qui lui tape bien dessus. On va parler maintenant d'Arbitrum. Je vous avais fait une news sur le sujet comme quoi la fondation Arbitrum devait obtenir 1 milliard de dollars et qu'ils avaient proposé à la communauté de voter.
En fait, depuis ce que j'ai publié, il y a eu un backlash de la communauté. Les gens commençaient à dire mais c'est pas normal, $1 milliard pour la fondation. En plus, on s'est rendu compte que il y avait déjà 1 milliard quasiment qui avait déjà été mis de côté et qui avait déjà commencé à être utilisé par la fondation avant que le vote ne soit fini, avant que la communauté ne décide s'ils sont OK ou non avec ça. Et là, en fait, il y a eu une clarification de côté Arbitrum en disant non, écoutez, en fait, le vote qu'on vous a proposé, c'était pas vraiment un vote, c'était plus une ratification des choses qu'on avait déjà réalisées, qu'on devait le faire, on n'avait pas le choix. Pour lancer le protocole, on était obligé de faire ça. Et désolé pour le problème de communication. Donc en fait, je pense qu'ils sont, enfin, c'est pas du tout crédible. C'était clairement un vote qu'ils avaient proposé. Là, ils sont juste en train d'essayer d'utiliser l'argent qu'ils ont déjà reçu et de ne pas rendre tout simplement cet argent parce qu'ils ne comptent pas le rendre à $1 milliard. Je peux vous dire qu'ils vont pas le rendre si facilement que ça après un petit bad buzz sur Internet. Mais bon, ça montre pour moi la problématique liée à la centralisation, à la décentralisation aussi dans certains cas, parce que il y a plusieurs protocoles qui se veulent décentralisés, mais au final, ils ne le sont pas réellement. Et là, Arbitrum est en train d'essayer de devenir décentralisé, mais jusqu'à pas longtemps, ils sont encore très centralisés, et même honnêtement, même après ce DAO, même après l'airdrop, ils restent extrêmement centralisés. Il y a un seul séquenceur, c'est-à-dire il y a une seule entité au final qui peut faire quasiment ce qu'elle veut sur tout le protocole Arbitrum. C'est en train de s'améliorer, petit à petit, les choses vont se décentraliser, mais actuellement ce n'est pas le cas, et là c'est un exemple de plus qu'il faut pas se mentir, Arbitrum, c'est pas décentralisé pour l'instant, mais comme la plupart des solutions de niveau 2 ne le sont pas pour l'instant. Ensuite, Dogecoin et surtout Elon Musk, retour du bâton, c'est qu'en fait, il se fait attaquer aux États-Unis par rapport à tous ces tweets autour de Dogecoin, de l'avoir fait exploser, mais surtout de l'avoir laissé chuter ensuite. Et il est attaqué aux États-Unis. Pour l'instant, il répond qu'il a juste fait des tweets. Et donc, je trouve que c'est complètement normal, en fait, qu'à un moment donné, il rende des comptes, parce que c'est pas possible tout son cinéma autour du Dogecoin sur Twitter. Et à un moment donné, ça devait arriver, et c'est en train de se réaliser par rapport à Elon Musk. On notera que ça fait des mois qu'il n'a pas tweeté sur Dogecoin. On va parler d'FTX, les amis. Les Européens ne seraient pas lésés, contrairement aux Américains. Je l'ai un peu survolé la news, mais en gros... Non, regarde, les Japonais, ils ont déjà été en partie remboursés. Non, voilà. Il y avait déjà eu un truc avec FTX Japan. C'est vrai. Moi, je suis content d'apprendre que la CISEC, la commission, la Cyprus Security and Exchange Commission, donc c'est le plus haut statut de régulation pour les exchanges en Europe. Et ben, je suis content de comprendre en gros que grâce à ces réglementations, en gros, il y a une partie des Européens qui pourraient récupérer leurs fonds. C'est très bizarre parce que donc c'est que les Européens. Parce que FTX Europe ne serait pas dépendant des micmacs de Sam Bankman, et c'est si tu as déposé après mars 2022, c'est ça, si je dis pas de bêtises? De ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement Bankman n'aurait pas abusé des fonds européens. Bon, ça reste plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est encourageant, surtout pour nous. Donc il y a eu un email qui est parti aux utilisateurs pour indiquer un petit peu ce qui pourrait représenter un billet pour récupérer son argent. En fait, ce qu'il faut bien être clair, c'est que tous ceux qui ont créé un compte après mars 2022, eh ben, ils seront bien sur l'entité FTX Europe. Voilà. Si le compte FTX a été créé avant mars 2022, bah, c'est FTX International. Et auquel cas, là, Sam Bankman, il avait ses gros doigts potelés dans l'oseille. Donc en gros, il faut aller checker son compte, s'apercevoir de quand ça a été ouvert. Et ça va pas concerner grand monde parce que FTX c'était quoi? C'était 2018 je crois, création, 2018-2019. Il a fermé courant 2022, donc ceux qui ont ouvert en mars 2022 leur compte, il doit pas y en avoir tant que ça. Il y en a pas beaucoup. Et donc ceux qui vont se faire rembourser, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous si vous êtes concernés. Mais effectivement, ça concerne, je sais même pas si ça concerne plus de 2 ou 3% des gens qui étaient sur FTX, quoi. Bah, j'ai pas le ratio, mais ça doit pas concerner beaucoup de monde, effectivement. Mais écoute, en tout cas, c'est un pas en avant de fait. On voit que ça travaille au niveau des fonds, au niveau de l'enquête et de ce qui est advenu des fonds. On n'est peut-être pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croiser les doigts pour que tout le monde soit remboursé à un moment ou à un autre. On va avoir des résultats un petit peu partout, mais c'est surtout, évidemment, encore une fois, les résultats des États-Unis qui vont être intéressants.
avec la balance, les commandes à l'industrie. Donc c'est un résultat important. Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez représentatif de la santé économique du pays et de l'activité économique. Alors pas autant qu'un résultat de PIB par exemple, mais c'est tout de même intéressant à observer. Et puis on aura un discours d'un membre du FOMC à 19h30 mardi qui sera plutôt intéressant. Mercredi, toujours férié en Chine, on continue sur la semaine de fête, donc les sessions asiatiques toujours qui seront un petit peu différentes. Là encore, les résultats des PMI pour l'ensemble des pays de l'Union Européenne, mais PMI service. Cette fois-ci, on était manufacturier lundi, mercredi, ce sera les PMI de service toute la matinée, du coup, pour les pays européens. Et même chose, du coup, des États-Unis. Alors là, résultat encore plus important, sachant qu'on aura aussi les résultats des exportations, importations et la balance commerciale. Donc là, mercredi après-midi, on va avoir des choses importantes. On va probablement assister à pas mal de volatilité. Jeudi, comme toujours, le jeudi, vous le savez, c'est une journée très 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 importante aux États-Unis, mais pas seulement. Là, on voit qu'on aura aussi le taux de chômage en Suisse. On aura donc forcément les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 aux États-Unis. Taux de chômage aussi au Canada. Donc pour ceux qui tradent le Forex, lors de la session de New York, ça va être intéressant. Et on aura le soir le solde de réserve auprès des banques de la réserve fédérale, donc de la Fed. Évidemment, un résultat en ce moment qui est ultra important au vu de la crise en cours. On termine avec vendredi, qui sera une journée fériée pour un bon nombre de pays, vous voyez, tout simplement parce que c'est le vendredi saint. Donc pour tous les chrétiens, on nous souhaitera, je vais me mettre dedans, un bon vendredi saint. Il y aura quand même des résultats à surveiller le vendredi après-midi. Du côté américain, comme d'habitude, on aura toutes les positions nettes spéculatives sur les indices boursiers et les matières premières, mais du côté des États-Unis, on aura le chômage, qui sera très important, le taux de chômage, pas les inscriptions, le taux de chômage, les créations d'emplois et le salaire moyen. Donc quand même des résultats qui vont peser et avoir pas mal d'impact sur les marchés. Du fait qu'avec cette crise bancaire, les banques allaient prêter moins facilement, les taux étant relativement élevés pour essayer de dissuader les gens d'emprunter de l'argent, on avait des choses qui étaient plutôt réglées dans la suite des événements, mais la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est et si ça n'était pas terminé, et on commence déjà à se dire que peut-être le poids de la dette américaine pourrait commencer à leur poser quelques soucis. Non seulement aux Américains qui eux sont endettés de manière assez conséquente, on le sait, donc aujourd'hui si les taux recommencent à monter et on parle de nouveau d'une hausse des taux qui pourrait nous monter quand même en direction des 6% sur les Fed Funds un de ces jours, si on commençait vraiment à oublier la crise des banques, eh bien on va avoir un problème de niveau de la dette qui va faire que les Américains vont être embêtés. Mais en plus du niveau de la dette, on a un truc qu'on a complètement oublié ces derniers temps, dont on a très très peu parlé parce qu'on était vraiment très très occupé à parler de l'histoire de la crise des banques. Eh bien c'est tout simplement le retour du plafond de la dette. Alors le plafond de la dette, eh bien vous savez comment ça marche, Les Américains ont mis un plafond à 31,7 trillions de dollars, comme quoi ils ne pouvaient pas emprunter plus que ça, donc le gouvernement ne peut pas emprunter plus que ça. Aujourd'hui, on y est depuis plusieurs semaines, et puis on s'en est pas trop occupé, puisque finalement on était bien trop occupé à essayer de sauver les fesses du système bancaire avant de s'occuper de sauver les fesses de la dette gouvernementale. Mais aujourd'hui, on va y revenir, puisque maintenant les banques c'est réglé, et donc on revient sur la thématique de la dette américaine, et les démocrates et les républicains vont devoir trouver un accord assez rapidement. Dans le cas contraire, eh bien on vivrait un défaut de la dette américaine, et franchement, autant je pourrais trouver ça très drôle sur le fond pour qu'une fois les Américains se retrouvent un petit peu le nez dans les problèmes, pour parler correctement, autant je pense que si ça se produit, ça risque d'être un tout petit peu showtime au niveau des marchés. Eh bien, la question peut se poser aujourd'hui, comment le gouvernement américain va-t-il régler son histoire de problème de dette qui devient un tout petit peu problématique. Je rappelle quand même pour mémoire que lors du deuxième mandat de monsieur Obama, on était à 8 trillions de dettes, on est à 31 trillions quelques dizaines d'années plus tard. Et franchement, on voit pas trop comment ils vont trouver une solution, en tout cas, pour diminuer cette dette. Ça, c'est mission impossible. Mais ils vont devoir encore la monter. Donc, il va falloir trouver un accord. Et maintenant, la grande question, c'est, seront-ils capables de trouver un accord? Alors, on le sait, évidemment, on se la joue en général à la James Bond, puisqu'à la dernière seconde, on trouve le moyen de désamorcer la bombe.
Mais pour l'instant, on a peut-être un peu laissé le sujet de côté et ça risque de revenir ces prochains temps. On a eu la chance ce mois-ci, donc on a clôturé mars et on débute avril, d'avoir la clôture trimestrielle mais aussi mensuelle. Alors elles sont plutôt bullish, on va pas se mentir, surtout la trimestrielle, vous voyez qu'on englobe 2 trimestres de baisse, donc le trimestre qui allait jusqu'à octobre et l'autre jusqu'à juillet, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on peut aussi noter que on se trouve quand même sur une zone pivot, un petit peu de résistance, on rentre dans le dur. Je pense que d'ailleurs, vous voyez donc là, au niveau des clôtures, on voit qu'il y a eu des clôtures et des ouvertures de trimestres qui sont effectuées sur ce niveau, donc 28 000, 30 000 $ à peu près. Et on voit aussi, je pense que si on prend le top de cette bougie et le bas, on doit être pile sur les 50% à peu près de retracement. Alors je vais pas le faire comme ça, je vais le faire avec la règle, ça sera plus pratique. Hop, on descend, on est à 40%. On n'est pas très loin du 50% et en général, voilà, 50% de retracement, c'est là où on vient coincer un petit peu. Quand je parle de la bougie, je parle de cette grande bougie ici de baisse qui était en avril 2022. Donc voilà, on se trouve quand même ici sur un niveau de résistance. Donc attention, on peut rester peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois à stagner sur ce niveau pour pouvoir ensuite, je l'espère, repasser au-dessus. Nous sommes en weekly. Nous avons vu que nous avons clôturé donc quand même une semaine qui a été relativement compressée. Première, deuxième semaine, donc je pense qu'on va repartir encore soit sur une troisième semaine de compression, soit on risque d'aller retracer. Quand on regarde un petit peu la schématique d'accumulation qu'on a eue, nous avons fait la rupture de l'AR et nous avons une grosse partie d'imbalance, donc on a 2 zones qui sont intéressantes. Nous avons la zone de retest ici du breakout et nous avons la zone d'imbalance où on comblerait justement une grosse partie de cette bougie là pour aller retester les 22 800 ici dans lequel on pourra avoir un rebond. Première possibilité. Deuxième possibilité, quand on regarde justement en weekly, ça nous paraît assez clair structurellement. D'ailleurs, si on regarde rapidement Nishimoku, on voit que on est en train de travailler à l'intérieur du Kumo. Ce travail à l'intérieur du Kumo peut prendre un petit peu de temps dans lequel on peut tout simplement zoner ici ou voir descendre parce qu'on voit qu'on a quand même pas mal de marge en restant dans le Kumo sans avoir de rupture, donc on pourrait très bien les retester ici et retester là si on le souhaite ou même retester ici comme on a pu le dire pour après repartir accélérer. Néanmoins on sait que la target que l'on a c'est 31 800, 32 000 qui est une zone en même temps très importante qui nous permettrait d'avoir une rupture pour aller retester les dessous de cette zone là par la suite, d'accord, on est sur quelque chose de classique, ça ne change pas, on est toujours dans cette dynamique là. Donc dans tous les pays, j'ai recherché Bitcoin dans tous les pays sur les 5 dernières années. Je pense que vous commencez à voir un peu le pattern, le motif. Donc là, c'est le graphique nous montre l'évolution de l'intérêt pour cette recherche, donc le mot-clé Bitcoin. Donc pour être un peu plus précis sur ce qu'on regarde, ça nous donne, ils nous disent les résultats reflètent la proportion de recherche portant sur un mot-clé dans une région, donc là le monde entier, pour une période spécifique, dans ce cas-là 5 ans, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot-clé est le plus élevé, donc la valeur 100. Ainsi, une valeur de 50 signifie que le mot-clé a été utilisé moitié moins souvent dans la région concernée, donc par rapport à la région de référence où c'était le plus élevé, et une valeur de 0 signifie que les données pour ce mot-clé sont insuffisantes. Donc là, on va ressortir encore une fois notre super screenshot du prix du Bitcoin, et donc on remarque encore une fois une corrélation entre les recherches du mot-clé et le prix de l'actif. Donc plus c'est recherché, plus le prix est élevé. Et donc là, on voit ces 2 pics, le pic de 2022. Donc voilà, c'est peut-être moins flagrant qu'avec le volume d'échange, mais ça reste quand même de manière très visuelle et empirique. On peut quand même voir que c'est quand même corrélé. Et après, je trouvais ça intéressant, donc je voulais vous le montrer aussi. Les intérêts par région, donc le pays de référence, au final, c'est le Salvador. Donc, premier pays qui a autorisé, qui a rendu Bitcoin comme monnaie légale. Et second pays, qui m'a paru très intéressant aussi, c'est le Nigeria. Donc, il y a une relation assez particulière au Bitcoin. Donc, il me semble qu'il avait interdit en 2021. Je sais qu'il y avait un premium très important parce que du coup, les gens se l'échangeaient quand même sur local Bitcoin. Et après, je sais pas où ils en sont maintenant de la régulation. Moi, il me semblait qu'ils avaient fait des pas pour autoriser, je sais pas trop où ça en est, mais c'est quand même intéressant que ça soit les pays où c'est le plus recherché, un pays bien évidemment, c'est peut-être un peu plus logique, où Bitcoin est utilisé comme monnaie légale, c'est une expérience qui est assez intéressante à suivre. Et en deuxième, un pays qui a interdit le Bitcoin, et je sais pas trop où ils en sont maintenant, mais ces 2 pays ont eu des visions assez opposées sur comment aborder Bitcoin et ce qui pouvait se faire. Et c'est intéressant que ce soit ces 2 régions-là qui soient dans le top des recherches. Donc ça, deuxième
Deuxième outil intéressant, les recherches de mots-clés avec Google Trends, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres outils marketing, d'études de marché si vous en avez. Ça peut être détourné pour se faire une idée de là où on en est sur le marché crypto. Vous connaissez sûrement Dofus, ce MMORPG français développé par Ankama et qui a connu un succès retentissant dans les années 2010. À tel point d'ailleurs qu'une série et un film ont vu le jour par la suite. Eh bien, Aurori s'est fortement inspiré du design de Dofus. Aurori est un jeu Web3 qui a commencé à faire parler de lui en 2021, au moment du dernier bullrun crypto. Le jeu tourne sur Solana, mais un passage en cross-chain est déjà dans les tuyaux. Alors, outre cette direction artistique de qualité, à quoi tient la possible réussite d'Aurori, ce jeu Web3 qui a déjà récolté 108 millions de dollars lors de l'introduction de son token? Ensuite, il y aura une petite convention, un petit événement en fait à Lille. Donc c'est le Web3 Lille, s'appelle la convention, et ce sera donc à partir du 13 avril pour ceux qui sont du coup dans la région. Pourquoi pas vous y rendre? C'est toujours intéressant et je pense qu'on va manquer de vrais événements dans le futur en fait à l'heure du métaverse. Donc ça reste intéressant aussi. Ma question c'est dans le système traditionnel, tu veux dire le marché de l'art traditionnel. Oui. Tu vois pas l'artiste payer la galerie, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, voilà, tu payes pas pour rentrer dans une galerie. C'est comme si moi je payais mon éditeur pour pouvoir. Du coup, j'ai la réponse des éclaircissements par rapport à ça, c'est que ça dépend des galeries. J'ai des artistes qui m'ont parlé de ça. Et en fait, il y a des galeries qui, quand tu es totalement débutant ou débutante, tu vois, dans ce que tu fais, qui vont pas hésiter à te faire payer, quitte à ce que tu perdes un petit peu d'argent en fait pour gagner en visibilité. Donc parfois, même si c'est pas seulement des commissions, c'est que tu donnes un chèque, tu donnes à l'entrée, un montant pour pouvoir être exposé à l'entrée, sans promesse de vente derrière. Mais ça, le problème, c'est dans le circuit NFT ou t'as vu ça dans le circuit traditionnel? Ça, c'est le circuit traditionnel, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu ça en circuit traditionnel, mais c'est dur, hein. C'est dur, ouais. C'est pour ça que pour les petits artistes, c'est très difficile. Et là, comme tu dis, ça se reproduit aussi dans le marché NFT, dans le sens où tu vois, tu es quelqu'un qui a une communauté, je sais pas, de 100 000 personnes qui te suivent sur Insta ou sur Twitter. Tu as des facilités à entrer dans une plateforme qui te met en avant. Tu as des facilités à entrer dans une collection, je sais pas, chez Artblocks, par exemple. Enfin, eux, ils vont facilement te reconnaître si tu as 100 000 personnes qui te suivent. Et là, c'est pareil aussi avec le marché traditionnel, où si tu es suivi par, je sais pas, moi, tu as déjà des dizaines de collectionneurs qui achètent tes trucs. Du coup, les galeries vont voir que tu peux générer de l'argent pour elles. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir avoir une force de négociation, un pouvoir de négociation qui va dire, voilà, moi, je veux que tu prennes ça en commission, pas plus. Sinon, je vais aller avec une autre galerie et je serai tranquille. Donc, tu as ce côté un peu de négociation qui se reproduit dans le marché digital, malheureusement. Parce que pour un jeune artiste, de payer pour pouvoir être exposé, c'est quand même une démarche particulière. Hein. Il faut quand même déjà avoir de l'argent. Et c'est pour ça que je préfère préciser dans ce que j'écris que c'est pas une nouvelle Eldorado, pour les personnes qui veulent se lancer, tu vois. Si tu veux, d'ailleurs, ça, j'ai le retour aussi d'artistes qui ont des années d'expérience, tu vois, des carrières déjà terminées, qui ont construit ça sur 20-30 ans, qui m'ont fait le retour sur, en fait, le marché de l'art, pendant de longues années, tu travailles à côté, tu fais un taf à côté, et tu continues à dessiner, à écrire ou à peindre quelque chose et te faire connaître par rapport à ça. Et c'est un travail, en fait, comme une entrepreneur ou un entrepreneur, ça prend du temps de se mettre en place. Et c'est pas avec les NFT que ça va changer. Et là, j'ai le retour maintenant d'artistes NFT qui me disent, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai construit ma communauté sur des années, tu vois. Bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant et plutôt prometteur, justement, par rapport à ça, c'est que ça met en place des nouvelles compétences où si tu arrives à te créer cette réputation, cette communauté en ligne, on va dire, et plus besoin de passer par les circuits traditionnels avec faire du réseautage dans les expositions, rencontrer les bonnes personnes, tu vois, dans la presse traditionnelle. Là, tu peux le faire aussi en ligne. Donc, ça donne aussi de nouvelles cartes aux personnes qui sont plus à l'aise avec le digital, quoi. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.